L'accès aux soins de santé de qualité en faveur des anciens combattants demeure l'une des priorités du ministre délégué Eliezer Ntambo Mposhi depuis sa nomination à ses portefeuilles ministériels. Cet engagement s'est traduit au travers de multiples déplacements de l'équipe médicale du ministre délégué vers les anciens combattants. Contrairement au précédent cas, cette fois-ci, l'urgence s'est posée sur des situations des anciens combattants dont la vision pose problème. Ceux derniers ont été acheminés vers une clinique d'ophtalmologie pour des examens appropriés. Très confiants, ces vétérans de l'armée congolaise, dont l'âge varie entre 60 et 100 ans, ont été examinés par des spécialistes de la clinique solidaire optique. Cette initiative du ministre délégué Eliezer Ntambo Mposhi a été de nouveau saluée par le bénéficiaire. Tosepeli makasi na mosala oyo papa alakaki biso mokolo akomaki kuna mbala liboso ya lobaki ye azali mokonzi te na azali mosaleli na biso tala lelo oyo esengo munene amemi biso na esika oyo tosali ba examen moko ya kitoko pe bakosunga biso na opération toyebi ke akolemba biso te ye topesi ye mokakoswa akende liboso po baza kosalesa bapaka bana bitike baveuve nzambe pe atombolaka bango yango wana biso topesi mokakoswa na papa ministre na biso azali Eliezer Tambwe nzambe pe aza koyoka bakoko pe baza koyoka akende liboso poti aza kosala pona mboka Kongo tosepeli po talakaka tobelai ba malade ya miso po tozwa moto amema biso na examen na esika ya boye aza komona na te chance ke ministre délégué na biso nde amemi biso na bisika ya boye mpe eza mpona mbala liboso mpe kokoma na esika ya tosepeli makasi. Face à l'urgence, certains d'entre eux ont été classés pour l'opération et d'autres devront être rappelés pour le port des lunettes. Les députés nationaux de la République démocratique du Congo, membres du Parlement panafricain, ont pris une part active le jeudi 30 avril 2026 aux élections du nouveau bureau de l'institution législative continentale, marquant un tournant décisif après la démission du bureau sortant dirigé par le chief Fortuné Charumbira. Organisé dans un contexte institutionnel particulier, le scrutin a été conduit par un comité ad hoc mise en place par les caucus régionaux avec pour mission exclusive d'organiser l'élection du président du Parlement panafricain. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, représentant le président en exercice de l'Union africaine. S'appuyant sur le rapport du comité ad hoc, la conseillère juridique du bureau juridique de l'Union africaine a procédé à l'ouverture de candidatures avant de fixer les modalités du vote. Chaque parlementaire devait présenter sa carte d'accès, signer le registre, retirer un bulletin, voter dans l'isoloir en cochant le candidat de son choix, puis déposer son bulletin dans l'urne. Avant le début du scrutin, une motion d'ordre introduite par la délégation marocaine a brièvement animé les débats. Celle-ci a dénoncé un manque de respect de principes de neutralité et de consensus, évoquant une imposition susceptible, selon elle, de porter atteinte au mécanisme de rotation régionale. Point culminant de cette journée électorale, l'élection du président du Parlement panafricain. Unique candidat pour la région d'Afrique du Nord, Faten Boutbig a été largement élu avec 118 voix contre 51 abstentions et 15 bulletins nuls. Viva Africa! 1, 2, 3! Viva Africa! 1, 2, 3! Viva Africa! Dans son serment, il s'est engagé à exercer ses fonctions avec honneur et dignité, à servir le peuple africain avec loyauté et à défendre les textes fondamentaux de l'Union africaine.
À peine installé, le nouveau président a dirigé l'élection de 4 vice-présidents, reflétant les équilibres régionaux du continent. Premier vice-président, l'Afrique de l'Est, le Dr Gayo, élu avec 140 voix contre 41 abstentions et 4 bulletins nuls. Deuxième vice-président, Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Rawlings s'est imposé avec 131 voix contre 51 face à son concurrent gambien. Troisième vice-président, l'Afrique centrale, Djida Mamar Mahamat, soutenu par le caucus de l'Afrique centrale, a été élu avec 150 voix sur 185 votants. Parlement panafricain prend l'engagement solennel de m'acquitter de mes fonctions de membre du Parlement panafricain avec honneur et dignité au service des peuples africains et servir avec loyauté et entière allégeance à l'Union africaine de préserver, protéger et défendre l'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole récent portant création de la communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain tel que défini par la loi. Et de promouvoir le respect des principes de bonne gouvernance, de démocratie, ainsi que ceux relatifs aux droits humains, à la stabilité et aux objectifs du Parlement panafricain. Je les jure. Quatrième vice-président, l'Afrique australe, l'Angolaise Arlette Borghed l'a emporté avec 113 voix contre 64 face au candidat des Swatini au nom du principe de parité et d'équilibre régional. À l'issue de scrutin, les 4 vice-présidents ont prêté serment avant leur installation officielle. Dans leurs allocutions, ils ont exprimé leur gratitude envers le président du pape, le comité ad hoc ainsi que la commission de l'Union africaine pour la bonne tenue du processus électoral. La délégation congolaise dont le chef, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, va rejoindre l'équipe déjà sur place, composée des honorables Sakata Tawab Mokegari ou Ngoy Marie-Thérèse, ainsi que celle du Sénat, chapeautée par l'honorable Ngoy Kassonji, accompagnée de l'honorable Christine Mwando. Elle s'est particulièrement distinguée par son engagement actif à toutes les étapes du processus électoral, par leur implication dans les consultations entre caucus, les échanges politiques et le déroulement du vote. Ces élus ont contribué à renforcer la visibilité et l'influence de la RDC au sein du Parlement panafricain. En marge des élections, sur les 5 membres composant la délégation de la République du Congo, le Parlement panafricain a reçu la prestation de serment d'un seul membre, Véronique Wambé. Avec l'installation de ce nouveau bureau, le Parlement panafricain ouvre une nouvelle phase de son fonctionnement, marquée par des attentes élevées en matière de gouvernance, d'équilibre régional et de consolidation de son rôle au sein de l'Union africaine. À l'endroit de tous les agents et cadres de la Direction générale des impôts, la fin de l'année 2025 n'a pas été facile pour nous au niveau du ministère des Finances en matière de mobilisation des recettes, mais également ces premiers trimestres de l'année 2026. Vous savez que nous exerçons notre travail sous plusieurs contraintes et notre Banque centrale a mis en œuvre une politique monétaire prudente qui a abouti à une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Aujourd'hui, nous avons une inflation qui tourne autour de 2,3%. au bénéfice de nos populations, une dépréciation de la monnaie qui a été stoppée au dernier trimestre de l'année 2025 et
une forte appréciation de la monnaie qui a continué. Ce contexte de politique monétaire a imposé au ministère des Finances de se réinventer pour que la politique budgétaire puisse suivre les rythmes de la politique monétaire qui a été mise en œuvre. Cela n'a pas été facile. Nous avons dû mettre en place plusieurs réformes, dont des mesures qui nous ont aidés à mitiguer les risques et à exercer une meilleure mobilisation des recettes. C'est d'abord une réforme majeure du système déclaratif. Nous avons dans la loi des finances 2026 inséré l'article 18 qui a institué un dialogue déclaratif qui a permis d'anticiper sur la dissimulation des revenus, qui a permis de prévenir les redressements abusifs, mais qui a permis également de mobiliser un certain nombre d'opérateurs pour mobiliser autant de recettes. Cette mesure a permis d'améliorer le climat des affaires et d'avoir un dialogue permanent avec les services de l'administration fiscale. La deuxième mesure phare que nous avons mise en place au niveau du ministère des Finances, c'est l'arrêté que nous avons signé qui a atténué l'impact de l'appréciation du franc congolais, notre monnaie, en contraignant les opérateurs qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à effectuer leurs déclarations dans la même monnaie et à imputer leurs acomptes dans la même monnaie tout en veillant au paiement dans la monnaie nationale. Cette mesure nous a permis de récupérer environ 35% des recettes qui auraient dû être perdues suite aux fluctuations du taux d'échange. L'impôt a un principe simple, la neutralité. Et nous avons appliqué cette neutralité. Et je suis très heureux ce soir d'annoncer que sur les 3 000 milliards, 400 milliards de francs congolais de recettes qui ont été assignés à la Direction générale des impôts, nous avons réalisé 3 000 milliards 500. Donc nous avons dépassé les assignations. Et coup de chapeau à la Direction générale des grandes entreprises qui a été en mesure de porter les ambitions de la Direction générale des impôts. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Fédération des entreprises du Congo qui a accompagné les entreprises qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à veiller à l'application de cet arrêté qui nous a permis d'atteindre ces résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc c'est une satisfaction. Nos encouragements aux femmes et hommes de la Direction générale des impôts pour ces résultats qui a été réalisés, qui va nous aider à projeter la fin de l'année, mais également nous aider à anticiper les différents projets d'investissement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de vouloir implémenter pour le bonheur de toute la population congolaise.